Bon, donc moi, aujourd'hui, je vais essayer de modérer un petit peu les transitions entre les différentes interventions. Le but, c'est d'essayer de souligner le lien logique et la cohérence qui nous mène d'une présentation à l'autre pour dissiper toute confusion et essayer de montrer que ce qu'on essaye d'apprendre avec l'enchaînement des présentateurs, c'est les liens logiques qui, au fil de la saison, permettent de comprendre un petit peu mieux, voire de prédire l'effet du millésime sur la composition du fruit. Donc comme ces discussions vont être assez techniques, assez scientifiques, on a pensé qu'il pouvait être opportun d'inviter Monsieur Dupont, qui est un amoureux du vin, un connaisseur du Bordelais, pour ne pas perdre de vue qu'à la fin, ce qu'on essaie d'améliorer, c'est aussi les perceptions sensorielles du vin, et que si on essaie de mieux comprendre les liens écophysiologiques qui font dépendre la composition du fruit, du comportement de la vigne, c'est aussi pour cette finalité. Donc sans plus attendre, Monsieur Dupont, merci d'être là. Je ne sais pas si je dois vous remercier, moi, parce que venir parler devant une telle assemblée du vin, je vais quand même pas vous raconter de millésime, quoi. Franchement, déjà, quand vous parlez du gamma, comment ? Non-alactone, moi j'appelle ça pruneau. Donc, on a forcément une petite divergence. Et il paraît que l'année dernière, c'est Jean-Claude Berrouet qui me précédait, donc vous allez y perdre beaucoup au change. Donc moi, je ne vais pas vous parler du millésime, hein, je vais vous parler un petit peu de ma perception de l'évolution des vins de Bordeaux ces dernières années, et depuis 2000 ans, puisqu'on m'a dit de parler d'une dizaine de minutes, donc on va commencer à la naissance de Jésus-Christ. Et sérieusement, on va plutôt parler de un petit peu la perception qu'il y a à l'extérieur de Bordeaux. À la fois, Bordeaux est vécu un peu comme un laboratoire extraordinaire sur le vin, mais en même temps quelque chose qui échappe un petit peu aux consommateurs. Alors, il y a le phénomène prix, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a que ça devient un élément de dégustation. Mais c'est vrai aussi pour beaucoup de vins. Ce n'est pas vrai uniquement pour Bordeaux. Mais disons que Bordeaux étant une vitrine un peu plus importante sur la France, c'est lui qui peut-être en subit un peu plus les conséquences. Aujourd'hui, quand vous parlez à quelqu'un de prendre des cours de dégustation, il ne vous dit pas qu'il prend des cours de dégustation, il dit qu'il prend des cours d'œnologie. On a un peu oublié que le vin, alors ça tient au fait qu'on est dans une société où on a inventé le principe de précaution, où il y a le politiquement correct et tout ça. Le vin est devenu non pas un phénomène de partage, de convivialité, de quelque chose qu'on boit, mais un élément de dégustation. Quand les gens vous parlent de vin, ils vous disent « t'as dégusté ça », ils ne disent pas « t'as bu ». Or, on a une véritable évolution depuis peut-être les années 1960, c'est qu'on ne parle plus d'ivresse. On ne parle plus du tout d'ivresse. L'ivresse, c'était, si on prend un poète comme Horace, à l'époque romaine, Horace a écrit un tiers de son œuvre, il l'a consacré au vin et à l'ivresse. 52 poèmes. Vous imaginez aujourd'hui quelqu'un, Jean d'Ormesson, qui ferait 52 bouquins ou 52 élégies sur l'ivresse, mais il serait automatiquement attaqué par l'ANPA, on lui dirait qu'il incite les jeunes à boire, etc. Donc on ne parle plus d'ivresse. Même, alors que tout le monde sait qu'on est content de boire du vin autour de la table et que c'est ce qui fait la convivialité, c'est ce qui fait l'échange, et que si on rassemble une quinzaine de personnes autour d'une table et qu'ils ne se connaissent pas, il va y avoir un petit froid, et que si on boit un coup, ça va un peu détendre. Mais l'ivresse est devenu un mot tabou parce que ça ne rentre pas dans le code médical. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi peut-être le fait qu'on fait des vins qui sont... Alors il y a une pression à Bordeaux, hein, c'est celle des primeurs, mais on fait peut-être aussi des vins qui tendent à être un peu plus lisses qu'autrefois. On a perdu peut-être le sens du petit défaut qui faisait que les vins étaient délicieux. Et puis on s'éloigne aussi de ce qu'on définissait autrefois comme le vin qui faisait du bien, le vin qui faisait du bien à la santé. Flaubert, dans le dictionnaire des idées reçues, quand il parle du vin, il dit Bordeaux, puisque les médecins nous l'ordonnent. Il ajoute un petit peu plus loin, j'espère qu'il n'y a pas des partisans des vins naturels dans la salle, mais il dit aussi plus c'est mauvais, plus c'est naturel.
Mais ils ne connaissaient pas. Hein. Ils ne savaient pas encore qu'on aurait ce phénomène des vins naturels aujourd'hui. Mais toute l'ivresse dont on parlait dans les poèmes, que ce soit Baudelaire, que ce soit... la devise des poètes romains, c'était « Non est dithyrambus, si aquam bibat ». J'ai peut-être pas besoin de traduire. C'est pas un ode au buveur d'eau. Aujourd'hui, quelqu'un qui dirait ça aujourd'hui à la télévision, bah, il passerait pour quelqu'un de malhonnête, etc. Ces phénomènes-là, plus le fait que maintenant le vin de qualité est un peu réservé à une élite. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui me parlent de vin. Quand ils m'en parlent, d'abord, ils me parlent en termes de dégustation et non pas en termes de boisson. Et puis, ils ont découvert le vin, ils sont dans des écoles de commerce, ils sont dans des clubs d'œnologie. Le vin populaire n'existe plus. Le vin qu'on buvait tous les jours, ça n'existe plus. Donc on est passé de cette notion de boire à cette notion de dégustation, et ça s'accompagne en même temps d'une recherche œnologique qui a beaucoup progressé, qui a progressé aussi sous la pression. On ne peut pas nier l'effet, dans les années 90 et jusqu'il y a 2 ans, d'effet Parker et d'ouverture du marché américain. Et on est arrivé à un moment donné à faire des vins, à force de sélectionner et à force peut-être de rechercher le plus que parfait au moment des primeurs, à des vins qui semblent un peu techniques, en tout cas c'est l'image qu'ils dégagent, et à des vins un peu lisses, un peu doux, un peu trop faciles, un peu trop flatteurs, sans le petit côté accrocheur qui donne peut-être envie d'en reboire un peu. Et c'est un petit peu contre ça que moi je fais un peu attention dans mes dégustations à pas trop favoriser ce type de vin. Par exemple, quand on déguste avec Olivier Monpas, mon partenaire, on déguste un peu techniquement, quoi. Devant vous, j'ose pas dire techniquement tout court, mais un petit peu techniquement, disons. Et on y passe beaucoup de temps. Au moment des primeurs, nous, on reste, moi, 5 semaines, lui, 2 semaines, donc ça fait 7 semaines. On goûte beaucoup de vins, mais on essaye de les goûter le plus lentement possible pour pouvoir essayer de faire que, justement, on passe pas à côté d'un vin qui peut nous sembler un peu accrocheur ou pas tout à fait lisse, et qui a peut-être plus d'avenir, ou en tout cas qui fera peut-être plus plaisir sur table qu'un vin parfait. Le parfait peut être ennuyeux, le premier de la classe peut être ennuyeux. Et on fait ça en 2 temps. En fait, on les goûte très très lentement une grande partie de la journée, et quand on a fini, on reprend tous les vins qu'on a aimés ou ceux sur lesquels on a des doutes, et on les déguste là très vite. On les redéguste très très vite, pour avoir simplement la notion de plaisir. Est-ce qu'on a du plaisir ou pas? Après avoir décortiqué un vin, est-ce qu'on a du plaisir ou pas? C'est un petit peu le schéma qu'on se donne. Alors je ne sais pas si c'est une bonne méthode. J'en ai parlé un jour avec un grand sommelier, Gérard Marjon, qui passe beaucoup de temps aux États-Unis et qui m'a dit « Ah, vous aussi, vous faites du speed tasting ». Bon, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Nous, on appelait ça redéguster tout bêtement, mais visiblement, on n'est pas les seuls à le faire. Mais c'est peut-être aussi une façon d'aborder différemment. Alors c'est vrai qu'il y a cette pression énorme qui est sur les vins au moment de la sélection des primeurs de mars-avril, et qui oblige à présenter des vins qui sont, disons, qui vont plaire à tout le monde et qui en tout cas vont plaire aux acheteurs et aux journalistes. Et donc il y a cette pression énorme, mais à force de sélection, à force de rechercher, est-ce qu'on ne va pas, c'est la question un peu que je vous pose, est-ce qu'on ne va pas vers des choses qui ne seront ni digestes, ni, comment dire, convivial. Digeste, on a beaucoup parlé du millésime 2010. J'avoue, pour ma part, je m'interroge sur le millésime 2010. J'ai peut-être plus de plaisir à goûter les 2005 que j'en aurais à goûter les 2010. Parce que quand on boit du vin, j'ai pas l'impression qu'il faille compter combien de verres on boit, quoi. Si on est autour d'une table avec des amis, il y a 1 ou 2 bouteilles qui passent. Et s'il faut se dire, attention, ce vin-là fait 15 degrés ou 15,5, et si j'en bois 2 verres, je vais être pas bien demain matin. Je veux pouvoir partager le vin sans être en train de mesurer le degré d'alcool qu'il a. Et les vins de Bordeaux avaient cette réputation d'avoir des tanins qui étaient digestes et d'avoir peu d'alcool. Or aujourd'hui, cette course un petit peu à l'échalote, en plus du réchauffement climatique, mais il a bon dos en l'occurrence, on se retrouve avec des vins qui sont fortement alcoolisés. Pendant 20 ou 30 ans, moi, depuis le temps que je me balade dans le vignoble, j'entends les vignerons dire la recherche, c'est d'obtenir plus de sucre. Aujourd'hui, on a haussé les palissages, on a effeuillé en bas, on a fait toutes sortes de choses. Aujourd'hui, on serait peut-être
intéressés par avoir une conquête un peu différente, qui serait au contraire de réduire sans doute les degrés d'alcool pour avoir des vins plus digestes, plus faciles et plus aimables pour les gens. Aujourd'hui, le Bordeaux, il est sacralisé aussi à cause de ça, à cause de ce côté alcoolique. Il y a 20 ou 30 ans, on disait les Bordeaux, c'est digeste et les Bourgognes sont capiteux. Ce qui me semblait toujours un peu bizarre, mais sans doute parce que l'apport de Châteauneuf-du-Pape et de vin d'Algérie dans les vins de Bourgogne ajoutait peut-être à ce côté capiteux. Mais aujourd'hui, le vin capiteux, c'est plus le Bourgogne, quoi. C'est le Bordeaux. Et cette notion de degré alcoolique, alors on me dit toujours, oui, mais ce qui compte, c'est l'équilibre. Je veux bien. L'équilibre, d'accord, à la perception, à la dégustation, mais pas quand on le boit. Quand on le boit, l'équilibre, il joue plus. S'il y a 15 degrés d'alcool, même s'il y a un taux d'acidité, ça fera quand même un vin qui sera très chargé en alcool. Alors on connaît les remèdes, hein. C'est exactement l'inverse, enfin les remèdes en partie, l'inverse de ce qui a été fait dans les années 90, c'est-à-dire la recherche de la surmaturité, hausser les palissages, etc., obtenir plus d'alcool et réduire terriblement les rendements. Peut-être qu'il faut réfléchir, alors c'est très païen ce que je dis devant une assemblée d'œnologues, mais il faut peut-être réfléchir à faire des choses un petit peu plus simples, avec des rendements un peu supérieurs. Est-ce que quelqu'un sait quel était le rendement en 85 de l'appellation plafond de l'appellation Pauillac? En 85? Hein? 75. Et est-ce qu'on a fait des mauvais vins Moi, je me rappelle d'un Linge-Bage 85, et à l'époque, Linge-Bage faisait le plein. Je crois qu'encore aujourd'hui, ils aiment bien faire le plein, mais ils faisaient le plein, en tout cas à cette époque-là. Et j'ai pas le sentiment que ce soit un mauvais vin. Alors, on n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'à cette dimension-là, mais avec des densités de plantation comme il y a dans le Médoc, est-ce qu'on est obligé de s'en tenir à des petits rendements? Est-ce que tout ça n'est pas du passé et qu'il ne faut pas se poser des questions sur revenir à des choses un peu plus digestes, un peu plus faciles et peut-être un peu moins alcoolisées? Voilà, j'arrête de vous embêter. J'ai dépassé un peu les 10 minutes. Il y a un philosophe américano-espagnol qui s'appelait Georges Atañana, qui disait « On n'a pas inventé le remède contre la mort et contre la naissance, sinon de bien s'occuper pendant la période qui sépare ces deux événements. » Je pense que c'est ça aussi le vin, c'est bien en profiter, en boire, pas plus que... faut pas rouler sous la table, disait la vieille chanson de table, mais compter les gouttes de vin pour voir si on ne dépasse pas la dose prescrite avec les taux d'alcool qu'il y a en ce moment dans les vins, c'est pas sans poser de problème. Je vous souhaite un bon colloque. Merci. Merci. Donc c'est quand même intéressant de voir que même du point de vue consommateur, on a des conceptions sur ce que doivent être les niveaux de rendement, ce que doivent être les pratiques de la canopée, ce que doit être l'appréciation du découplage entre maturité des composés primaires, comme le sucre, et maturité des composés secondaires. Donc j'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça et voir quelle est la part des idées reçues et aussi des fausses idées, et quelle est aussi la part des techniques qui vraiment ont un effet. Est-ce que le rendement a vraiment un effet? Est-ce que la manipulation de la surface foliaire a un effet? J'espère qu'on va pouvoir parler de ça au cours de cette demi-journée.